Bonjour et bienvenue. Depuis toujours, ou presque, on regarde le ciel pour essayer de comprendre un peu notre place dans tout ça. Oui, c'est une fascination humaine fondamentale. Et ce deep dive, justement, c'est un peu un voyage dans le temps des idées. Exactement. On va voir comment notre vision du cosmos a complètement changé. On part d'un monde clos, centré sur nous. Pour arriver à un univers immense, en expansion. Une vraie révolution intellectuelle basée sur les grandes étapes de la cosmologie. On va voir comment les idées, mais aussi les observations, la technologie, ont tout bousculé. Allez, on commence au début. L'ère géocentrique. La Terre au centre, immobile. Ça, c'était la vision d'Aristote, n'est-ce pas? Tout à fait. Une vision très philosophique, en fait. Il y avait ce monde sublunaire, le nôtre, imparfait, changeant, éternel, avec des mouvements circulaires, parfaits, eux aussi. C'est ça. Et plus tard, Ptolémée, lui, il a mis ça en équation. Un système mathématique super complexe d'ailleurs. Ah oui, les fameux épicycles, les déférents, tout ça pour que les calculs collent aux mouvements bizarres des planètes qu'on observait. Exactement. Le but, c'était vraiment de sauver les phénomènes, de pouvoir prédire où seraient les planètes. Ça a marché, enfin, ça a tenu plus de 1000 ans. Incroyable. Même si c'était pas toujours hyper précis, apparemment. Non, loin de là parfois. Mais bon, l'efficacité prédictive primait sur la réalité physique du modèle, quoi. Et puis la rupture, la révolution héliocentrique, Copernic. Oui, Copernic, qui ose dire « et si c'était le Soleil au centre ?» Et ce qui est fou, c'est qu'il le fait pas parce qu'il a de nouvelles observations. Non, pas au début. C'est plus une question d'élégance mathématique, de simplicité. Il trouvait ça plus logique, même s'il gardait encore les orbites circulaires. Un vrai changement de perspective. Après lui, il y a Tycho Brahe. Lui, c'est l'observateur hors pair. Ah oui, précision incroyable pour l'époque, sans télescope. Il a accumulé une masse de données phénoménale. Bon, son modèle à lui était un peu un mix bizarre, géo-héliocentrique. Mais ces données, elles vont être cruciales pour la suite. Absolument. Et c'est là qu'arrive Galilée avec sa lunette. Et là, tout bascule. Qu'est-ce qu'il voit? Il regarde la Lune, et elle n'est pas parfaite. Il y a des montagnes, des cratères, comme la Terre. Adieu la sphère parfaite d'Aristote. Voilà. Ensuite, il observe Jupiter et voit des petits points qui tournent autour, des lunes. Donc, la Terre n'est pas le seul centre de rotation dans l'univers. D'accord. Ça, c'est un argument fort. Très fort. Et puis, il y a les phases de Vénus. Il observe que Vénus a des phases complètes comme la Lune, ce qui est impossible si Vénus tourne autour de la Terre comme dans le système de Ptolémée. Ça ne marche qu'autour du Soleil. Donc les observations de Galilée, elles démontent pièce par pièce le modèle géocentrique. C'est ça. Mais on a toujours des orbites circulaires à ce stade. Le coup de grâce au cercle, c'est Kepler. Kepler qui va justement utiliser les données si précises de Tycho Brahe. Exactement. Il va bosser des années sur ces chiffres et finir par comprendre « Merde, les planètes ne tournent pas en rond, mais sur des ellipses. Et le Soleil est à l'un des foyers. » Et il formule ces trois lois qui décrivent comment elles bougent. La vitesse varie, etc. Un travail descriptif monumental. Mais la question demeure, pourquoi elle bouge comme ça? Et là, Newton. Isaac Newton, oui. L'unificateur. Il propose sa loi de la gravitation universelle. La même force qui fait tomber la pomme. Et celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre et les planètes autour du Soleil. Fini la séparation ciel-terre d'Aristote. C'est la même physique partout. Il donne enfin l'explication physique aux lois de Kepler. Une étape majeure. Fondamentale. On entre dans l'ère de la physique moderne, avec des lois universelles. Bon, faisons un saut maintenant. On arrive au XXe siècle. Einstein. Ah, Einstein et la relativité générale, une autre révolution. La gravité n'est plus une force à distance. Mais une déformation de l'espace-temps lui-même par la masse et l'énergie. C'est ça. Une vision géométrique de la gravité. Et, ironiquement, ces équations pointaient vers un univers qui n'était pas statique. Il pouvait être en expansion ou en contraction. Constante cosmologique pour forcer ces équations à décrire un univers statique. Il a dit plus tard que c'était sa plus grande erreur. D'autant qu'à la même époque, un certain Georges Lemaître. Oui, un physicien et prêtre belge qui propose l'idée, assez folle pour l'époque, d'un univers en expansion à partir d'un état initial très dense et chaud, qu'il appelait l'atome primitif. Le précurseur du Big Bang. Et cette idée va être confirmée par les observations.
par Edwin Hubble quelques années plus tard. Il observe les galaxies et mesure leur lumière. Et il voit qu'elle est décalée vers le rouge, le fameux redshift. Exactement. Et plus une galaxie est loin, plus sa lumière est décalée vers le rouge. La seule explication logique, elle s'éloigne toute de nous et l'univers est en expansion. C'est la loi de Hubble-Lemaître. Et ça, c'est la naissance observationnelle du modèle du Big Bang, un modèle qui a d'autres preuves solides maintenant. Oui, comme le fond diffus cosmologique. Cette sorte d'écho lumineux du jeune univers, un rayonnement micro-ondes qui baigne tout l'espace. Et aussi l'abondance des éléments légers, comme l'hydrogène et l'hélium, qui correspondent parfaitement à ce qui aurait dû être créé dans les premières minutes après le Big Bang. Tout à fait. Mais le modèle standard a quand même eu besoin d'ajustements. Par exemple, pour expliquer pourquoi l'univers est si homogène, si uniforme à grande échelle, et pourquoi il semble géométriquement plat. C'est là qu'intervient l'inflation. Précisément. L'idée d'une phase d'expansion hyper rapide juste après le Big Bang. Ça aurait lissé l'univers, un peu comme quand on gonfle énormément un ballon, sa surface paraît plate localement. D'accord, c'est le modèle standard actuel en gros. Et on ne peut pas finir sans parler de Stephen Hawking. Non, impossible. Ses travaux sur les trous noirs sont fondamentaux. Il a montré qu'ils ne sont pas si noirs que ça, en fait. Ils émettent un rayonnement Hawking, le rayonnement de Hawking. C'est ça. Un très faible rayonnement dû à des effets quantiques près de l'horizon des événements. Et ça implique qu'il s'évapore très lentement. Mais alors, si un trou noir s'évapore, qu'est-ce qu'il advient de tout ce qu'il a avalé? L'information contenue dedans? Bah voilà, c'est le fameux paradoxe de l'information. La mécanique quantique dit que l'information ne peut pas être détruite. La relativité générale, via les trous noirs qui s'évaporent, semble dire le contraire. C'est un des grands chantiers de la physique théorique actuelle. Réconcilier les deux. Fascinant. Donc, si on résume ce voyage incroyable, on est passé d'une petite Terre au centre d'un cosmos fini et bien ordonné,